Amis de Zone Franche, bonjour. Tel cet oiseau, il a pris son envol. Le mouvement populaire de libération, un peu comme sur les traces du gouvernement, mais avec sa méthode propre à lui, s'invite aussi dans la crise sur la cherté de la vie. Une flambée des prix des produits de grande consommation qui amenuise dangereusement le palais de la ménagère, alors même que le pouvoir d'achat n'a pas accru. Malgré, bien évidemment, le pactole de mesures prises et celles envisagées par le gouvernement de Patrice Talon pour contenir cette crise économique, aux sources multiples. C'est plutôt curieux que l'opposition se lance dans cette tournée à la suite de celle organisée par le gouvernement qui a parcouru monts et hameaux pour des échanges avec les premiers concernés par cette crise économique. On peut alors bien s'interroger à la fin et à raison sur ce qui a bien pu constituer la toile de fond de cette initiative pour le moins unique du mouvement populaire de libération. Comment ne pas y voir les signes annonciateurs d'un démarrage précoce des hostilités en vue des législatives du 8 janvier 2023 ? A-t-on véritablement besoin d'aller au contact des populations pour leur faire prendre conscience de la crise économique actuelle? À chacun sa tournée, nous dira-t-on, même si les objectifs, à tout point de vue, ne sont pas identiques. Espérance TB, bonjour et bienvenue sur Zone Franche. Merci, bonjour M. Herman. Vous êtes l'actuel président du mouvement populaire de libération et on est bien curieux de savoir quel message votre parti a porté aux populations des contrées du Bénin. À 7 mois du rendez-vous du 8 janvier, on s'interroge également sur les débats en cours pour tenter de toiletter les tests en vue d'une consultation apaisée. Des initiatives se multiplient à ce sujet. Médiateur de la République, clergé catholique et la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a dépêché une mission d'information au Bénin pour quelle finalité? Sur la question des 10%, la caution à payer par les candidats, la confection de la liste électorale informatisée, nous n'avons entendu que trop le MPL, parti d'opposition, une opposition divisée à tout point de vue. Bonjour Rabali Para. Emmanuel Niambossou, bonjour. Espérance Tebel, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Zone Franche. Peut-être que nous fréquentons ou non les mêmes marchés. On parle de la vie chère, on dit que les produits de grande consommation ont pris du prix, ont donc flambé. Quelle est la réalité selon vous sur le terrain? Merci, chers amis, pour l'invitation. Je vous remercie de nous donner l'occasion aujourd'hui de nous prononcer un peu sur ce que nous vivons, ce que vivent nos compatriotes en ce moment. Et pour vous dire que nous avons depuis déjà, il faut le dire, avant même la tournée entreprise par le gouvernement, nous avons, au Mouvement populaire de libération, décidé d'aller au contact des populations pour nous enquérir de la situation réelle sur le terrain. Et vous avez constaté que nous sommes déjà descendus dans quelques marchés dans l'Atlantique, Paou et Cococodi, pour voir un peu l'ambiance que vit que vivent nos compatriotes dans les marchés, les usagers des marchés, nos mamans, qu'est-ce qu'ils vivent. Alors, entre-temps, le gouvernement a décidé d'entreprendre une tournée, donc nous avons arrêté la nôtre et laissé faire pour voir de quoi il s'agit en réalité. Donc, quand ils ont fini, nous avons poursuivi parce que notre programme était d'aller sur toute l'étendue du territoire, dans des localités ciblées, pour voir que vivent les populations. Parce que nous, on ne peut pas se concentrer à Cotonou, dans la capitale, et apprécier par extension pour dire ce qui se passe partout. Donc on voulait aller voir la réalité. Et nous avons choisi des centres névralgiques, et surtout les marchés, où tout le monde fréquente. Le constat est amer partout. C'est la désolation. Avant d'en venir au constat, dites-nous, le fait pour le MPL d'arrêter cette tournée, est-ce que c'était un repli tactique ou un désir de ne pas entrer en conflit avec le gouvernement? En collision avec le gouvernement. Non, pas une collision, c'est pour des raisons d'efficacité. Pour ne pas paraître comme, les gens qui cherchent à provoquer, toujours, vous savez, il y a cette étiquette qui nous était déjà collée. On ne voudrait pas que ça soit mal interprété. Nous avons voulu aller au contact de nos concitoyens, pas seulement nos militants, les concitoyens, tous les Béninoises et Béninois, pour prendre la mesure de la situation afin de mieux l'apprécier et de surtout parfaire les propositions que nous faisions déjà à l'endroit des gouvernants.
C'était l'objectif. Bon, maintenant qu'ils disent qu'ils avaient une tournée à faire. Au départ, on était curieux de savoir le contenu, de quoi il s'agit. Mais à la fin, là aussi, c'est la grosse déception. On ne comprend pas que tout le gouvernement, pour ça, puisse s'offrir une balade de santé dans tout le pays pour aller comme ça, expliquer. Vous interprétez ça? Non, cette tournée de sensibilisation, d'explication, n'est-ce pas, des réalités sur le terrain, vous considérez ça comme une balade? C'est une balade touristique. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissaient pas certaines localités, ils ont voulu aller les connaître parce que, je vous le dis, nous venons de parcourir 8 départements et je profite pour vous dire, la démarche, c'est que nous avons élaboré un petit questionnaire pour prendre l'avis des citoyens. Et l'une des questions que nous posons à nos concitoyens, c'est: est-ce que vous êtes informés quand même que le gouvernement a pris des mesures et a fait une tournée tout à l'heure pour expliquer pourquoi les choses sont chères et les mesures qu'ils ont prises? Vous savez, 99% des gens que nous avons rencontrés ne sont même pas informés que le gouvernement a fait une tournée. Les 1% qui en parlent disent qu'ils ont entendu à travers les médias effectivement qu'il y a une tournée, mais qui ne savent pas ce qui a été dit. Ça, je profite pour leur faire ce compte rendu. On est curieux de savoir comment vous avez ciblé les personnes auxquelles vous adressez le questionnaire, puisque la tournée du gouvernement était bel et bien médiatisée. Les membres du gouvernement, n'est-ce pas, ont parcouru toutes les communes. Je suis au regret de vous informer que cette tournée ne concernait que les gouvernants, les hommes politiques qui étaient allés rencontrer leurs militants. Puisque vous avez vu aussi avec moi d'ailleurs que c'était sur invitation. Ce n'est pas sur des places publiques. Nous étions sur le terrain. On est rentré dans des marchés. Et c'est pas ciblé. On n'a pas appelé les militants. Je vous le dis, vous verrez les comptes rendus. De façon stratégique, nous n'avons pas voulu faire le compte rendu avec les médias au fur et à mesure. Nous étions accompagnés des médias, notre cellule de communication. Mais nous n'avons pas voulu faire le point au fur et à mesure pour des raisons stratégiques. Parce que bien que nous ayons procédé ainsi, ce qu'on voulait éviter était arrivé. Parce qu'on savait que lorsqu'ils sauront que des gens comme nous allaient au contact des populations pour révéler la réalité, la vérité sur le terrain, ils pouvaient s'en offusquer et s'y opposer. Et ça n'a pas raté. Et il y a eu des accrochages dans certaines localités avec des autorités. Vous avez su surmonter. Qu'on a su surmonter parce que nous, on n'était pas partis dans l'intention de faire la guerre, de faire des acrobaties, de créer des troubles. Mais vous savez, on connaît désormais ceux-là et on sait qu'ils sont, au lieu, surtout avec leur police, au lieu de s'occuper des questions de sécurité uniquement des citoyens, c'est pour faire la chasse à ceux qui sont contre eux, de faire la chasse aux voix dissonantes. Sinon, je ne comprends pas, par exemple, pourquoi on va permettre à des opposants d'entrer librement, des citoyens, parce qu'ils sont opposants, d'entrer dans un marché. Et ça s'est passé dans une ville. On conclut que pour cette question de tournée, pour les réalités du marché, n'est-ce pas, les réponses données par l'opposition, le MPL, et par le gouvernement, en tout cas les membres du gouvernement, les réponses sont quelque peu mitigées et variées. Mais vous ne semblez pas vous prononcer dans le sens de l'enthousiasme, puisque tout à l'heure, dans votre développement, vous parlez de désolation en termes de constat fait sur le terrain. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Voyez-vous, comme je le disais, partout où nous sommes passés, je fais rapidement, je vous fais savoir quelques constats qui ont été réalisés. Un, toutes les mesures prises par le gouvernement. Vous faites bien de nous dire, en faisant ce constat-là, quelles ont été les stratégies sur le terrain. Vous avez choisi tel marché. Oui, je vous le dis déjà. D'abord, les localités parcourues, nous essayons, par exemple, d'abord les premiers lieux visités, c'est les marchés. Et nous essayons de nous arranger pour y aller un jour de marché, pour qu'il y ait toutes les composantes. Et c'est-à-dire le jour, le marché est animé. Le marché est animé. On est sûr que des gens de plusieurs localités sont venus. C'est ça. Tu vois. Et au hasard, on aborde les gens. Le premier constat fait, c'est que les gens continuent d'avoir peur de parler. C'est quand même, c'est extraordinaire que dans un pays à tradition démocratique comme le Bénin, où nous sommes en train de vivre déjà dans la liberté d'expression depuis des années, que les citoyens, chez eux, ont peur même de dire ce qu'ils ressentent. C'est lié à quoi? Mais je vous laisse deviner. Moi, je ne veux pas tout dire là ce matin quand même. Mais les gens continuent d'avoir peur. Et en cela, moi, je voudrais
très respectueusement inviter tout le gouvernement et surtout le chef à vraiment repenser cette question. On ne peut pas avoir peur des gens que nous avons désignés pour nous gouverner, pour nous représenter. Ça pose un véritable problème. Si la communication, si les gens n'ont même pas confiance pour s'exprimer librement et pensent jusqu'à aujourd'hui, parce que je sais que il y a un endroit où j'ai interpellé une dame qui refusait de s'exprimer dès qu'elle a vu la caméra. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit non, parce que on peut venir, même si vous êtes sous votre lit, on peut venir vous chercher. Et si on retient ça de nos gouvernants, ça aussi n'est pas bon. Mais est-ce que dans la pratique c'est vrai? Une chose est de supposer cela, mais est-ce que dans la pratique c'est vrai? Qu'est-ce qui a amené les gens à avoir ce sentiment? Nous, on n'était pas. La démarche, je le répète, elle n'est pas politico-politique. C'est beaucoup plus social. C'est de nous enquérir de la réalité de ce que vivent les citoyens afin de parfaire nos propositions, afin de parfaire les suggestions que nous avions faites. Même lorsque nous avions rencontré le médiateur, on n'a pas parlé que politique. Nous avons évoqué la question de la cherté de la vie parce que c'est beaucoup plus préoccupant que dans la vie politique du pays, c'est ça. Si les citoyens ne sont pas à l'aise, s'ils ne vivent pas bien en paix chez eux, et la paix que nous prenons, nous recherchons, passe par là. Il faut que les gens puissent vivre aisément, que les gens puissent manger à leur faim. On va revenir sur la cherté de la vie. Vous parlez tantôt de ce que vous avez eu comme constat sur le terrain. Toutes les mesures, toute la batterie de mesures annoncées depuis le Conseil des ministres du 13 mars, rien n'est respecté sur le terrain. Et si, au cours de cette tournée gouvernementale, les gens avaient permis, ceux qui ont organisé cette tournée, étaient allés en réalité au contact des populations, ça leur aurait permis de faire ces constats et d'ajuster les choses. Mais ils ont préféré s'enfermer avec leurs militants dans des salles bien organisées et bien décorées, avec des gens bien choisis. J'ai vu des élus et avec des écharpes, comme une certaine solennité. Non, il faut qu'ils descendent sur le terrain. Il faut qu'ils aillent voir les revendeuses, les citoyens. Qu'est-ce qu'ils vivent? Que se passe-t-il? Vous pensez que les élus locaux, les maires, les CA et autres qui ont répondu à l'appel du gouvernement lors de cette tournée n'ont pas rapporté comme cela se doit les réalités, les difficultés qui sont celles de leurs administrés? Moi, je ne sais pas quel était leur cahier de charge. Je ne sais pas ce qu'on leur a demandé, mais toujours est-il que nous avons constaté sur le terrain que aucune des mesures annoncées n'est effective. Nous avons constaté aussi que les populations ont peur de s'exprimer, même en face de leurs camarades, de leurs compatriotes, la peur d'être arrêtés, la peur de ci ou de ça. Ça, et nous invitons, c'est ça, je disais que nous invitons les gouvernants à se pencher un peu sur cette question pour ramener la confiance entre eux et le peuple. Aussi, je disais tantôt, les prix, aucun des prix fixés n'est respecté. On s'est appesanti par exemple sur certains produits comme l'huile où on demande les prix. Nulle part l'huile est vendue à moins de 1500 sur le territoire national. Voulez-vous que le gouvernement mette au niveau de chaque marché ou de chaque commerçant et commerçante un gendarme, un policier? C'est à eux de savoir qu'il faut-il faire pour faire respecter les prix qu'ils Est-ce que vous ne mettez pas cela aussi sur, je dirais, l'indiscipline de nos commerçants? Non, pas du tout. On ne va pas dire ça. Il revient aux gouvernants de trouver les voies et moyens. La question de la cherté de la vie, d'abord, certains même parmi eux sous-estiment la situation. Moi, je vous le dis, ce qui se passe en ce moment, nous courons tout droit vers des situations compliquées, pour ne pas dire des situations catastrophiques. Nous avons rencontré des femmes dans les marchés qui nous ont confié qu'elles viennent le matin, qu'elles passent toute la journée sans pouvoir trouver un seul client et qu'elles repartent à la maison et qu'elles vivent dans cette anxiété permanente. C'est grave qu'on en arrive à cette situation. Et ce qui est plus grave, c'est que nous avons entendu, par exemple, certaines autorités dire que banaliser la situation de la faim, dire par exemple que personne ne meurt de faim. Mais c'est grave. C'est pas parce que, et ça, des autorités pas des moindres, c'est pas parce que
on aurait sa femme, par exemple, positionnée dans une grande institution, que soi-même on a un salaire politique important, qu'il faut nier que à côté de soi, des gens ne mangent pas. Et ignorer ça est d'une gravité extrême pour nous. Que nos gouvernants ne savent pas ce que vivent réellement leurs concitoyens. Est-ce que pour c'est vous, d'une gravité la gestion extrême de la crise telle que c'est fait par le gouvernement, est-ce que pour vous c'est pas la bonne voie? La tournée que nous venons d'effectuer nous montre à suffisance que la gestion de la crise est plus que médiocre. Si MPL était aux commandes, quelle aurait été sa méthode? Nous, si nous étions aux commandes et on fixait des prix, le minimum à faire, c'est de nous arranger pour que les prix fixés soient respectés. Et vous allez procéder comment? Avant cela, si nous nous retrouvons dans une situation de crise comme celle-ci, je pense que le premier signal fort que ce gouvernement devait annoncer, c'est la réduction de vie du train de l'État. Ça a commencé par eux-mêmes. Les salaires politiques, on n'a jamais pu connaître avec précision le salaire, par exemple, des membres du gouvernement. C'est l'occasion d'opérer une petite ponction là-dessus et d'annoncer, de dire que nous faisons un sacrifice de diminuer nos salaires au profit de tel ou tel. On peut le faire. Et ça, dans les pays qui se respectent, lorsqu'on a des gouvernants qui sont soucieux de la vie de leurs concitoyens, c'est des signes que le gouvernement prend ces genres de mesures pour montrer leur compassion à l'égard du peuple. Et ça, chez nous, quasi absent. Est-ce que vous envisagez l'avenir avec sérénité ou ce sera catastrophique? Non, avec cette tournée que nous venons d'effectuer et ce que nous voyons, ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu avec nos compatriotes, l'avenir est un peu sombre. Si le gouvernement ne prend pas très rapidement la mesure de la situation pour repenser sa politique sociale de fond en comble, pour revoir également les mesures à envisager pour juguler avec efficacité la crise que nous vivons, je pense que nous sommes en train de marcher vers des situations catastrophiques. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous, en termes plus simples? Ce qui n'a pas marché, c'est que le gouvernement n'arrive pas à nourrir son peuple. C'est vrai qu'il ne revient pas, vous allez me dire qu'il ne revient pas au président de la République de donner à manger aux populations, mais c'est la politique gouvernementale qui gère, qui définit, qui amène les citoyens à vivre dans un environnement où ça marche. Nous avons vu les émidiens, par exemple. Nous avons rencontré des émidiens qui nous ont confié que la situation a amené les gens à ne plus, les prix qu'ils proposent aux clients, ils n'arrivent pas à supporter. Ils ont continué par même diminuer ces prix-là. Ils n'appliquent plus les prix qu'ils appliquaient auparavant. Mais les gens disent qu'ils préfèrent marcher que de payer 100 francs ou 200 francs pour monter. Ou aller faire leur course à pied. Nous avons vu, et ça c'était à Savalou, je crois, un émigrant qui nous a confié que vraiment, si ça continue ainsi, que lui préfère mourir que de continuer pas à vivre. Vous voyez à quel point la situation est dramatique, que quelqu'un soit si désespéré de la vie, désespéré de ses gouvernants, au point qu'il préfère que la mort vienne l'emporter. Aussi, l'un des problèmes que nous avons constatés sur le terrain, et pas un seul endroit, beaucoup d'endroits, même dans le Mono tout près, c'est la question des engrais pour les vivriers. À Savalou également, ils ont noté. Les producteurs manquent d'engrais. Moi, je ne pouvais pas penser qu'on ait les gouvernants que nous avons au pouvoir, quand on connaît quand même comment je vais dire, leur habileté dans certains domaines, que le peuple souffre de manque d'engrais vivriers. C'est extraordinaire. Moi, ça m'a paru extraordinaire. Je l'ai découvert autour de cette tournée-là, et que non seulement les engrais sont chers, les vivriers sont plus chers que les engrais utilisés pour le coton, mais que ce n'est même pas disponible. Mais comment voulez-vous que on ait une production suffisante pour nourrir les populations si le gouvernement ne prend pas sur soi la responsabilité de rendre disponible et à bon prix ces engrais-là? Voilà autant de choses que je pense que
le gouvernement doit revoir pour qu'on espère vraiment à moyen terme ou à long terme renverser cette situation de crise et nous placer et assurer la sécurité alimentaire aux citoyens. D'accord, on va espérer que votre message ne soit pas tombé dans les oreilles de sourds. On va parler maintenant politique essentiellement avec ce rendez-vous que nous avons pour le 8. Si vous permettez, sur la cherté de la vie, je suppose que vous n'êtes pas allé seulement sur le terrain pour vous enquérir de la situation, mais que vous avez également profité pour conscientiser la population, les producteurs par exemple. Oui, absolument. Ou alors absolument. le MPL n'a pas parmi ses militants des producteurs, des gens. Bien sûr, nous avons des producteurs. Et nous, déjà, c'est même. Parce que vous savez, même cette question de sécurité de la vie, nous, on était en train de tirer sur la sonnette d'alarme il y a longtemps. La preuve, en septembre 2020, nous avions fait des propositions avant la rentrée académique qui s'achève là, parce que on était compatissant de la douleur des parents qui, avec les conditions difficiles dans lesquelles on traversait, devraient préparer encore la rentrée pour les enfants. Vous savez, nous on échange beaucoup, nous sommes au contact de nos concitoyens. Si vous demandez aux promoteurs par exemple d'établissements privés, ils vous diront que cette année, les taux comment on appelle-t-on, le taux de recouvrement des scolarités est à moins de 50%. C'est-à-dire que plus de 50% des parents n'ont pas pu payer la scolarité de leurs enfants. Les enfants sont allés à l'école à crédit, comme on le dit simplement. Et tout ça, ça se reporte. Donc nous avions déjà tiré sur la sonnette d'alarme et on avait fait des propositions. Les allègements fiscaux, et la suspension de la perception de la TVA, on avait parlé de tout ça. C'est plus de 6 mois ou 7 mois après que ces mesures ont été prises par le gouvernement. Mais nous disons que on doit aller au-delà. Et nous essayons de conscientiser aussi nos militants et nos proches, les citoyens de façon générale, sur la production vivrière. Il faut qu'on puisse aller à l'autosuffisance alimentaire nous-mêmes en augmentant la production vivrière et diminuer un peu les cultures de rente qui, au fond, aujourd'hui, on se rend compte que même si ils contribuent à soutenir notre économie, mais n'arrangent pas véritablement. Et ça, les émédias même l'ont dit, qu'aujourd'hui, cette situation les amène à dire qu'il faut qu'ils produisent ce qu'ils doivent manger pour pouvoir mettre leur famille en sécurité, plutôt que de continuer à mettre un accent sur le coton, par exemple. Les émédias l'ont dit, eux-mêmes, que c'est ce qu'ils pensent faire à l'avenir. Non, de façon globale, c'est le gouvernement qui doit organiser ça. Il revient à nos gouvernants de nous indiquer aux populations là où on doit concentrer les efforts pour rester du côté sécuritaire, pour qu'il n'advienne pas un jour que s'il y a guerre sur un autre continent, qu'on dise que la guerre fait que nous, on ne peut plus vivre chez nous. Et si la guerre se déroulait chez nous, que se passerait-il alors? Grosse interrogation. Alors maintenant, on va s'interroger sur les réalités de janvier, n'est-ce pas, de janvier 2023. On a des élections législatives, précisément le 8 janvier. Comment vous envisagez les choses? Vous pensez prendre part à ce rendez-vous électoral? Depuis notre participation manquée au dernier communal, et quelques semaines après avoir fait le point, nous avons décidé de mettre le cap sur 2023, les législatives. Et cela a été confirmé par la suite à notre Conseil national de juillet 2020, où l'une des fortes résolutions était de nous organiser de façon immanquable, quels que soient les aléas, et tenant compte des expériences déjà faites avec ce régime, de nous préparer efficacement pour prendre part à cette législative. Et c'est ce que nous étions en train de faire depuis, c'est nous préparer pour que, quels que soient les cas de figure, parce que aujourd'hui, c'est ce que nous disons, beaucoup de personnes semblent être surprises par le dispositif qui est en face de nous pour ces législatives. Nous avons appréhendé la situation. Est-ce que vous-même vous êtes surpris? Non, pas du tout. Pas du tout, aucune surprise. Lorsque on est dans un combat politique, il faut appréhender tous les contours. Il faut être aussi suffisamment stratège et anticipatif. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que, par exemple, si le gouvernement ne revient pas, parce que c'est eux qui ont fait leur loi et c'est eux qui nous l'imposent, s'ils ne reviennent pas, par exemple, sur certaines mesures un peu trop restrictives,
On ne va pas changer d'avis pour d'ici c'est ça, on n'ira pas aux élections. C'est pas Les possible. mesures restrictives pour l'instant, selon vous, c'est quoi? C'est ce code électoral de façon générale. Vous savez que ce code de novembre 2019, je crois, si je m'abuse, a été élaboré sans nous, sans l'opposition. Une partie, c'est un groupe politique qui a orchestré une élection, un semblant d'élection pour se retrouver à l'Assemblée seul. Par la suite, taille une loi pour tout le monde. Mais ça a été élaboré au lendemain du dialogue politique. Oui, vous savez je ne vais pas vous rappeler ici sur votre plateau ce que c'est que ce dialogue politique et ses contours. Mais toujours est-il que nous avons pris acte de ces choses-là, de toutes ces stratagèmes, je vais dire, du gouvernement, et nous sommes dit aujourd'hui. Nous dénonçons ce code électoral que nous avons souhaité qu'il soit relu avec toutes les composantes. Si l'opposition n'était pas au Parlement lorsque tout ça a été fait, si ils avaient l'ambition, s'ils étaient préoccupés par le fait de revenir sur les rails, de ramener, de quitter ce chemin où ils sont, de revenir sur vraiment un chemin démocratique, ramener le pays sur les voies démocratiques en permettant que la prochaine législature, vraiment qu'il y ait la présence de l'opposition et que des débats contradictoires, des débats vraiment où le peuple, les préoccupations du peuple sont au centre des intérêts, reviennent, qu'ils allaient assouplir certaines conditions de ce code. Mais cela ne veut pas dire que si on n'y arrive pas qu'on va jeter l'éponge. Alors pour ça dit que vous avez des craintes par rapport à l'état actuel du code électoral? Non, il y a des craintes. Il y a des craintes. Vous Laquelle? Cette question par exemple des 10%. Cette question des 10% qui a amené, vous avez vu la dernière fois, ou dans certaines localités où les populations font le choix d'un candidat, et parce qu'ils n'ont pas obtenu 10% sur le plan national, celui qu'ils ont choisi ne sera pas leur élu. Ça, c'est des problèmes, c'est des véritables problèmes. Il était nécessaire de s'asseoir et corriger ces choses. Mais bon, ce gouvernement, on est habitué, ils foncent tout droit. Mais on se prépare. Alors, ce code électoral que vous trouvez si gênant, s'il faut le toiletter, puisque vous semblez l'incriminer, s'il faut le toiletter, doit-on le faire avant ou peut-être après les élections? Non, en réalité... Puisque nous sommes à 7 mois à peine. Nous sommes à 7 mois et les directives de la CEDEAO en la matière ne nous permettent pas de toucher les lois électorales 6 mois. On parle du protocole additionnel de la CEDEAO. Et que si cela peut se faire à une condition, s'il y a un large consensus de la classe politique. Mais je vais vous dire ceci. Lorsqu'il y a la volonté, si le gouvernement a la volonté d'une participation inclusive de toutes les forces politiques, cela peut se faire. On peut retoucher les tests. Pensez-vous que le gouvernement n'a pas intérêt à ce que tout le monde participe, n'a pas intérêt à ce que l'opposition participe? Mais bien évidemment, il faut que les gens ne soient pas dupes. Le gouvernement a tout intérêt à jouer en sorte que l'opposition n'y arrive pas. Ça ne gênerait pas le président Talon que les partis de l'opposition se voient eux-mêmes s'exclure. Et c'est ça que moi je voudrais souligner ici sur votre plateau, que nos compatriotes, surtout les forces politiques de l'opposition, qu'ils n'en soient pas dupes, qu'ils sachent que nous avons intérêt à faire en sorte que, quelles que soient les difficultés que nous avons, qu'on trouve également les stratégies pour les surmonter. C'est aussi simple que ça. Et non attendre la bonne foi de ce gouvernement à revenir sur des conditions plus souples. Ça, c'est clair. Est-ce qu'en l'état actuel, c'est-à-dire si rien n'est modifié dans les tests en vigueur en République du Bénin, le MPL se sent capable de participer sans inquiétude aucune? Mais bien sûr que oui. Pourquoi pas? Ce n'est pas si... Voyez-vous, les choses ne sont pas aussi compliquées que ça. À chaque situation, lorsque vous vous engagez, vous prenez les mesures qu'il faut pour y faire face. Et comme j'ai pour habitude de le dire, lorsque le président actuel, le président Talon, a voulu venir compétir en 2016, il n'a pas exigé qu'on lui refasse le code. Il a pris les mesures pour affronter ce code-là.
et il a pu s'en sortir. Il nous revient aussi aujourd'hui de trouver les moyens, même si lui il est venu changer les règles pour pouvoir écarter, de trouver les moyens d'affronter également le dispositif qu'il a mis. C'est tout, et nous y attelons. Sur la question des craintes, vous avez commencé par parler des 10%. Oui. Est-ce que c'est le seul point pour lequel le MPL a des craintes, ou il y a d'autres points qui gênent un peu dans ce code électoral-là? Il y a beaucoup de points d'ailleurs qui gênent dans ce code électoral. Tenez, regardez par exemple la question du quitus fiscal. La question du quitus fiscal. Et là, par exemple, je sais que des surprises attendent beaucoup d'entre nous. Et il aurait été plus élégant de la part du gouvernement de, par exemple, si dans une entente, si on s'entendait tous, de dire par exemple que les candidats ne sont pas tenus d'être à jour avant par exemple que la liste ne se valide, mais que par exemple si quelqu'un est élu avant de siéger, qu'il faut, s'il a des dettes au niveau du fisc, que ces dettes soient apurées d'abord. Avant qu'il ne siège. On pourrait aller parce que on ne va pas quand même dire que parce qu'on veut forcément avoir l'opposition là-bas, même s'ils ne sont pas à jour avec le fisc, il faut qu'ils aillent siéger. On pourrait par exemple prendre des mesures du genre pour assouplir. Ça il va de l'image de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut, vous savez, tout le monde sait l'image que nous projetons dans le monde entier, qui est une image de honte, qui gêne tout le monde, d'avoir à avoir un parlement monocolore qui a siégé toute une législature. En fait, la honte vient de qui? De cette opposition qui, pendant longtemps, est restée en marge, n'a pas voulu prendre part aux élections, et qui aujourd'hui dit nous sommes prêts à prendre part à l'élection, ou alors on ne comprend pas cette logique de l'opposition béninoise. Non, c'est vrai que, et c'est en cela que je pense que il faut que les gens soient beaucoup plus informés, et que on devrait féliciter ces leaders du MPL qui ont vu venir très tôt le mal de loin. Nous n'avons jamais choisi de boycotter les élections, par exemple. Au niveau du MPL? Oui, nous n'avons jamais choisi de boycotter les élections. Nous sommes, je vais dire d'abord, même avant ça, si je recule, lorsqu'on nous a imposé la charte des partis politiques, vous savez que tous au niveau de l'opposition, nous avons combattu cette charte. On n'était pas d'accord. Et c'était la pomme de discorde avant d'aller aux législatives de 2019. Mais lorsqu'on a perdu ces batailles-là, nous sommes les premiers à demander à ce qu'on aille se conformer à cette charte pour avancer. Mais la plupart de nos camarades n'étaient pas d'accord. De vos camarades de l'opposition? De l'opposition. Et c'est là que nous, on a avancé, on est allé se conformer pour pouvoir continuer le combat. Bon, c'est plus tard que nos camarades ont compris qu'il fallait le faire. Et les autres aussi l'ont fait pour que ça continue. Après ça, et surtout, lorsque nous étions allés, on avait pu obtenir ce récépissé pour résister. Nous, on avait pensé avoir trouvé la solution pour toute l'opposition. Parce qu'en réalité, le combat, le régime ne voulait pas que l'opposition puisse exister et aller à des joutes électorales avec eux. Lorsqu'on a voulu que tout le monde se regroupe pour qu'autour des communales 2020, on puisse aller également affronter le régime là. Mais là encore, on n'avait pas été compris par nos camarades de l'opposition, qui estimaient que, aller à cette élection, c'est confirmer le Parlement monocolore, c'est des talons. Bref, ils ont décidé de boycott. Nous, on a décidé d'affronter. Malheureusement, on était seuls contre tous, et on nous a exclus, et ça a enchanté tout le monde. Nous, on a mis la main au menton pour voir la solution miracle qui allait venir, mais il n'y a plus de solution. Désormais, le gouvernement a encore pris les 77 mairies. La conséquence, 2021, on n'a pas de parrain. On a couru, on a tenté, zéro. C'est pour ça que le monsieur a pu se faire réélire sans compétition, en réalité. Maintenant, après ça, je pense que c'est après ça que tout le monde a compris qu'il faut qu'on s'organise pour aller compétir. Et c'est dans ça que nous sommes maintenant. Donc chacun a tiré le son de ce qui s'est passé. Oui, tout le monde a tiré le son et a compris que ces jeunes-là avaient raison pour dire, organisons-nous pour aller affronter le système sur le terrain, plutôt que de crier que on n'est pas, les conditions ne sont pas bonnes, on cherche à nous exclure, on a plus de... C'est vrai, mais on ne peut rétablir la situation que en allant confronter
le système au détour d'une élection. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. D'accord, on en vient au grief que vous avez contre le code électoral en vigueur actuellement. Vous avez parlé des 10%, vous allez parler également de la question du quitus fiscal. Il y a quoi encore? Oui, il y a aussi la caution. La caution. Nous sommes en train, vous voyez, ce régime, on ne peut pas aller à la sélection par l'argent. Vous savez, cette caution, auparavant, était à 50 000 dans un passé un peu plus lointain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique qu'on aille jusqu'à 1,5 million? C'est les gens qui sont devenus riches. Au contraire, vous parliez tout à l'heure du panier de la ménagère. Panier de la ménagère qui a disparu. Le panier là est déjà rentré dans la mer. Ça n'existe plus. Puisqu'il n'y a rien dedans. Le vent même a emporté le panier. Les gens n'ont pas de moyens. On est dans un... Je sais que vous savez quelle est la situation des citoyens aujourd'hui. Est-ce que pour une élection où on a besoin d'une représentation nationale, il faut aller à la sélection par l'argent? Moi, je pense que non. Ramener la caution à 1,5 million, c'est vrai qu'elle était même plus élevée que ça. C'est lorsque ils voulaient remanier le code en 2019, qu'ils ont diminué un peu. Mais ce n'est pas encore au niveau, en réalité, cette caution ne répond pas au niveau de vie du Béninois. Mais nous pensons que, au-delà, quel que soit, même en dépit de toutes ces mesures, nous, politiques d'aujourd'hui, en face de cette situation, et ayant le souhait de défendre nos concitoyens, de faire tout possible pour ramener la démocratie à ce que nous avions, ce sur quoi nous sommes entendus en 1904, depuis 1990, les populations même, les citoyens doivent nous aider pour que ces barrières-là, nous puissions les surmonter et aller à la compétition. Vous aider sous-entend quoi? Vous savez, les conditions de vie, même d'animation de la vie politique aujourd'hui sont difficiles. Mais nous y arrivons. Grâce au soutien des militants, des sympathisants et de nos citoyens. Donc, il faut que cet accompagnement aille au-delà de ça pour que ces questions parce que pour changer ce code électoral et revenir à quelque chose de consensuel où toutes les forces politiques sont d'accord, il faut que l'opposition aille au Parlement. Et ça fait partie de nos priorités. Et donc, il faut qu'on puisse trouver les moyens nécessaires. Aller compétir et aller au Parlement et ramener maintenant le débat sur la table. Vous étiez sans doute autour de cette table-là, convoqué par le médiateur de la République. Vous étiez également sans doute avec le clergé catholique. Il y a eu cette mission de la francophonie également qui était au Bénin. Pour vous, la finalité, est-ce qu'on peut espérer un toilettage des tests en ce moment? Je vais être honnête avec vous et avec le peuple béninois ce matin. Moi, je pense qu'il ne faut pas espérer de ces gouvernants-là que nous connaissons qu'ils reviennent sur les tests avant les élections. Et ça, nous travaillons déjà à cela, à intégrer que nous devons surmonter cette difficulté-là pour aller compétir. Ce n'est pas possible que vous demandez des gens qui sont dans cette situation après un braquage électoral qui les a mis à avoir le Parlement à eux seuls pendant toute une législature, que vous espérez qu'ils vous tendent la main, qu'ils vous facilitent la tâche pour que vous venez. Non, ce ne sera pas facile. Vous venez les déloger. Les déloger, c'est pas, non, c'est raisonnable. C'est l'instinct de suivi. Ils ne reviendront pas là-dessus. C'est l'instinct de suivi, ils ne reviendront pas là-dessus. Donc, c'est à quoi toutes ces démarches du médiateur, du clergé catholique et de si du temps perdu? Non. Je crois que surtout sur la question du médiateur, je profite pour le dire. Il semble que l'opinion n'a pas compris. Le médiateur est dans son rôle. Le gouvernement ne lui a pas demandé d'aller faire une médiation avec quelqu'un. Donc cette initiative, c'est dans son rôle. Que les versions varient. On a eu des formations politiques, n'est-ce pas, qui ont dit que le médiateur de la République était mandaté. Non, pas du tout. Je mets au défi qui va venir dire ça. Il n'est pas mandaté. Je le dis devant vos caméras, il n'était mandaté par personne. Et vous l'a clairement notifié, le médiateur lui-même. C'est dans les attributions de l'institution. Donc c'est une activité ordinaire pour eux d'écouter parce qu'effectivement, ils ont l'honnêteté au moins de reconnaître qu'il y a une situation politique dans le pays, il y a une crise, et que bon, il faut écouter les gens. Maintenant, lui, ce n'est qu'il a écouté, et d'ailleurs, nous, le MPL le lui a dit, lorsque nous avons été reçus, nous lui avons dit que nous sommes venus pas parce que on espérait qu'il était en capacité de faire quelque chose pour nous, et que c'est par respect que nous sommes venus à son rendez-vous. Par respect pour l'institution. Oui, nous l'avons dit.
Bon, c'est vrai, la presse n'était pas là, mais je crois qu'ils l'ont noté, que c'est comme ça que nous avons démarré. On n'avait pas espoir du tout, on n'était pas dans la disposition que ce que nous sommes venus lui demander, qu'il sera entendu. Mais on le fait quand même. Et Vous auriez pu, comme l'opposition farouche à Patrice Talon, boycotter ces différentes rencontres-là, non? Bon. Oui. Le boycott n'est plus dans votre vocabulaire. Il faut essayer. Alors, avec le clergé catholique, est-ce que les choses étaient plus ou moins différentes qu'avec le médiateur? C'est pareil aussi là-bas. Le clergé fait quoi? On connaît quand même l'histoire du clergé avec, je dirais, les réalités politiques du Bénin de 90 à aujourd'hui. Tout à fait. Et nous, le MPL n'a pas manqué de saluer cette initiative d'eux et de leur dire qu'on sait quel rôle ils ont joué pour l'avènement de la démocratie et sa promotion. Il serait bien, avec tout ce qui se passe, qu'ils essayent de puiser au tréfonds de leur ingéniosité pour également nous aider à ramener sur le chemin. Mais seront-ils entendus? 2023, 8 janvier prochain, les élections législatives. Est-ce à dire que le MPL bataillerait dur pour qu'on toilette les tests? Avant les élections, vous voulez dire? Oui, avant les élections, oui. Non, quelle bataille? Vous ne tâcherez quand même pas sur une forme de consensus, même si... La bataille n'est plus à ce niveau. Hein. Si à 8 mois, on espère que les tests changent avant qu'on aille compétir, c'est que on se fout le doigt dans l'œil. La bataille n'est plus à ce niveau. Vous n'espérez donc pas du tout même si on peut voter, on peut toiletter un test de loi. C'est faisable. Bien sûr que comme je viens de le dire, c'est faisable même à moins de 6 mois des élections. Mais vous ne croyez pas trop. Exactement. Parce que vous pensez que les députés actuels sont dans une zone de confort. Ben, évidemment. Vous serez à leur place pour dire vous la même chose? Non, pas du tout. Eux, ils souhaitent être nommés à nouveau. C'est leur souhait. Mais sauf que je pense qu'il on avait bel et bien organisé les élections en 2019. Sauf que je pense que et ça, je me demande si eux, ils se donnent parfois quand même le devoir d'aller voir leur mandat. Parce que ce que nous, autour de cette tournée, ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est ahurissant. On a vu des populations totalement déconnectées, en déphasage avec leurs gouvernants et ceux même qui les représentent. Ils vous diront que vous n'avez pas les mêmes mandats, que vous n'avez pas les mêmes militants. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ne peuvent pas le dire parce que... Et ça, je disais que pour des questions stratégiques, on n'a pas encore rendu compte, on n'a pas permis que les médias rendent compte de cette tournée. Ils le feront et vous verrez. De façon spontanée, qu'est-ce que les populations disent, qu'est-ce qu'ils pensent. Est-ce que, monsieur Tébé, l'opposition béninoise n'a pas contribué par sa désunion à installer le Parlement dans cette zone de confort-là? Ah oui, vous touchez du doigt à une certaine réalité aussi qu'il faut reconnaître. Parce que c'est clair, c'est-à-dire que s'il y a bagarre, c'est qu'il y a deux personnes. Et on ne peut pas dire que c'est une seule personne ne peut pas se bagarrer. Il faut une deuxième personne. Voilà. Effectivement, nous avons contribué par nos balbutiements, par le manque de cohésion, par le manque de détermination parfois même. Et peut-être manque de stratégie. Oui, et aussi par des stratégies qui n'ont pas été payantes, à permettre au régime de Patrice Talon de pouvoir avancer et aller jusqu'au niveau où ils sont arrivés. Mais au-delà de tout ça, je pense que les uns et les autres ont tiré beaucoup de leçons de tout ce qui nous est arrivé, et cette fois-ci vous verrez que l'opposition va vous surprendre. Alors quelle est la santé actuelle de l'opposition, puisque 2019 vous étiez déchiré un peu, 2020 pour les élections communales, il n'y avait pas, je dirais, la cohésion qu'il faut, mais il y a 2023. À l'heure actuelle, quelle est la santé de l'opposition en général? Et j'ajoute, on vous a déjà vu avec certains leaders de l'opposition également. Est-ce à dire que les choses sont fait prêt? Je peux vous dire, les choses ne sont pas prêtes, mais les choses sont en cours de préparation. Vous savez, nous, parce que peut-être parce que nous sommes relativement les plus jeunes au sein de l'opposition,
nous sommes totalement ouverts à tous les débats, à toutes les discussions. Toutes les autres forces qui ont souhaité nous rencontrer... plus de boycott. Non, plus de boycott. Nous avons ouvert nos portes et on échange. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, déjà, au sein de l'opposition, les discussions avancent et sont prometteuses d'un lendemain quand même un peu rassurant pour nos concitoyens. On peut donc dire que vous êtes plus rassuré et non dubitatif comme vous l'êtes pour le cas du médiateur de la République et du clergé catholique. Oui, on avance avec des pas plus sereins, plus rassurés. Et parce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, enfin, du moins, les gens prennent plus conscience de la situation dramatique que vivent nos concitoyens et ont envie qu'on change les choses, qu'on bouge les lignes. Et donc, des concessions plus fortes seront faites et je pense que nous allons arriver à aujourd'hui répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Parce qu'il faut le dire, la politique, ce n'est pas de faire ce qui nous plaît. Nous avons décidé, c'est un sacerdoce, de répondre aux préoccupations de nos concitoyens. C'est ce qu'ils veulent. La question est simple. Qu'est-ce que les concitoyens veulent aujourd'hui de nous? Et vous avez semblé le dire entre les lignes à travers vos questions. Le peuple veut voir une opposition unie qui s'est débattue malgré tout pour être présente aux élections. Et maintenant, récolter leur suffrage. C'est ce que le peuple veut de nous. Est-ce que vous voyez l'opposition radicale être dans la même ligne que vous, du MPL, et d'autres leaders avec qui vous vous entendez très bien? Voyez-vous, moi j'ai pour habitude de ne pas opiner sur cette question, opposition radicale, modérée. Puisqu'il y a là, on vous a dit quand vous étiez né que vous étiez un fait-valoir du pouvoir en place, que vous n'étiez pas de l'opposition. Non, voyez-vous, je ne veux plus faire ce débat de bas étage. Je ne veux plus faire ce débat de bas étage. Vous savez, c'est ça aussi la politique. Il faut essayer de déstabiliser l'adversaire par tous les moyens possibles. Et parfois ça marche. Ça n'a pas marché avec nous parce que les concitoyens regardent, nous observent de plus près. Et avec le temps aidant, voilà, les choses se clarifient et se mettent en place. Voyez? Aujourd'hui, pour nous, la question n'est plus à ce niveau-là. C'est comment faire pour aller aux élections. Parce que ceux qui pensent, qui sont d'une opposition radicale ou d'une, je ne sais pas, qui ont des qualificatifs pour ajouter à leur opposition là, qui nous aident à trouver les justes moyens pour que nous soyons présents aux élections. Pour permettre aux concitoyens. Vous voyez, on a assisté, nous l'avons dit également au clergé aussi la dernière fois, le désintéressement total que les concitoyens ont de la chose électorale est né de quoi? Du fait qu'il n'y a pas compétition. L'opposition n'arrive pas à aller aux élections pour aller recueillir, pour que les gens veulent voter pour l'opposition. Mais vous n'êtes pas là. Ils restent chez eux et il n'y a plus de compétition. Espérance Tébé, on est curieux de savoir le problème qui se pose exactement au niveau de l'opposition. Parce que quand on écoute les différentes formations politiques issues de l'opposition, chacun semble, je dirais, prescrire sa ligne de conduite aux autres. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, chacun pense qu'il est le plus intelligent, le plus stratège, mais écoutez, est-ce qu'on à la fin, l'échec réside dans tout cela. Oui, et par la suite, on a l'échec. Mais vous avez vu, non, par la suite. Vous savez, jusqu'à même plus récemment, il y a des gens même qui continuent, par exemple, de faire l'apologie du boycott. Et nous, dans la discussion, c'est simple. Si on refuse d'aller à cette élection, c'est tout bénef pour les gens en face d'aller réinstaller. Maintenant, après, ce sera quoi? Et à cette question, il faut répondre avant d'essayer. Surtout que 2023, c'est le Parlement de transition, 3 ans, qui va pour 2026, justement. Vous savez, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Vous, au niveau du MPL, nous n'avons pas le choix. Ou bien l'opposition en général. Oui, les discussions sont en cours et je ne voudrais pas devancer les faits pour faire les annonces. D'accord. Sinon, aujourd'hui, je peux quand même vous dire que une bonne partie de l'opposition a conscience que il faut trouver les voies et moyens pour aller représenter le peuple en janvier 2023. L'opposition a un chef de file. Comment ça se passe, la collaboration avec ce chef de file que nous sentons que vous avez un peu de mal à désigner comme, je dirais, porte-parole de l'opposition. A-t-il vraiment de difficultés à conduire la troupe opposition? Non.
Vous voulez parler vous parlez de quoi? Nous parlons de Paul Humper. De Paul Humper, que les tests désignent, n'est-ce pas, comme chef de file de l'opposition. Ah, d'accord. Sur cette question, permettez-moi aussi d'être un peu quand même suffisamment direct. Nous tous, nous savons dans quelles conditions il est devenu chef de file de l'opposition. Oui. Je voudrais vous ajouter aussi que le MPL est très respectueux de la légalité. Oui. Mais au même moment, on n'oublie pas d'où nous venons, où nous allons. Oui. Ceci étant, qui est chef de file ou pas, le chef de file de toutes les façons n'est pas désigné pour aller gérer un parti à la place de ses responsables. Il n'est pas désigné, il n'est pas le directeur des partis. Bon, donc chacun s'organise à son niveau. Est-ce que sont les conditions de désignation, n'est-ce pas, de Paul Humper ou bien sa personne qui pose problème? Non, sa personne ne pose aucun problème. C'est seulement que vous savez que le chef de file de l'opposition doit être désigné à la suite d'une compétition électorale. Ce qui a été fait. Ce qui est bon, d'accord, voilà. Et tous. Vous avez de la peine à accepter ce qui a été fait. Bon, voilà. Non. Il n'y a pas de compétition, c'est ça? J'ai l'impression que vous avez envie d'entendre quelque chose de moi que je ne dis pas apparemment et vous insistez là. Ce que je veux vous dire. Oui, lui-même là, il sait de quel chef de file il est et il relève et que il sait que peut être sa collaboration. On dit qu'il est chef de file de l'opposition. C'est ce que lui transfère, lui confère les tests. Mais on dirait que vous, même membre de l'opposition, vous avez des difficultés à accepter cela. Non, je pense plutôt que c'est lui qui a des difficultés à l'accepter ou bien à exercer, avec plein pouvoir ce que lui transfère les tests. Non. Il faut dire aussi à ce niveau que les tests ne lui donnent pas... Bon, c'est une fonction de représentation qui... Vous avez l'air de banaliser cette fonction. Elle est banale, oui. Est-ce qu'à cette allure-là, les assises de l'opposition, telles que préconisées par l'Union Agosta, par exemple, pourraient avoir lieu? Non, vous savez, toute initiative venant à régler les problèmes en notre sein, à concilier les choses, les points de vue pour avancer, est la bonne, est la bienvenue pour nous au MPL. Sauf que, bon, on va voir la faisabilité des choses en fonction de l'agenda. Parce que parfois, on sent que l'initiateur pose également problème. Parfois, l'initiative est bonne, mais celui qui l'initie, celui qui le propose, c'est peut-être lui qui pose problème. Non. On vous a suffisamment entendu sur cette question-là. Je pense qu'il faut passer au sujet divers. C'est mieux. On va passer au sujet. Vous avez la manie de contrôler les choses. Oui, sur plusieurs questions qui touchent à la vie en société. Il n'y a pas d'insécurité. Oui. Avec les attaques terroristes. Oui, on en a parlé. Le MPL en a parlé suffisamment. C'est regrettable que notre pays soit aujourd'hui la cible de ces attaques. Mais là encore, ce que nous déplorons au MPL, c'est que nous n'avons pas vu une réponse satisfaisante venant du gouvernement face à cette crise sécuritaire que nous vivons. Et vous n'avez pas senti les différents déploiements des forces de défense sur le terrain? Non. Vous voulez que chaque fois on vienne exposer à la place publique la stratégie de défense du territoire? Est-ce que ce n'est pas une manière de fragiliser même les équipes? C'est vrai. Nous n'attendons pas que le gouvernement vienne exposer les stratégies en cours pour répondre à ça, mais nous voulons un minimum pour nous rassurer. Il faut que nous soyons rassurés. Dans les autres pays, nous voyons comment ça se passe dans les grands pays, dans les pays sérieux. Le chef d'état-major doit monter au créneau pour rassurer le peuple qu'il a le contrôle de la situation en main, pour nous informer au moins d'un minimum de mesures prises. Comment il a renforcé les effectifs, comment il a renforcé le dispositif d'alerte, comment il a renforcé un matériel. Bon, pour nous apaiser. Est-ce que ce sont des stratégies qu'un chef de guerre expose en public? Non, on ne souhaite pas qu'il expose ces stratégies, mais qu'il vienne nous rassurer. Vous ne voyez pas que ce gouvernement, avec sa ligne de conduite de normaux communication là, continue toujours sa voix dans tous les sens, à tous les niveaux. C'est le blackout. Il ne faut pas informer le peuple.
et le peuple n'est pas rassuré. À la minute où nous parlons, vous ne vous sentez pas rassuré? Pas du tout. Et ce n'est pas même moi, c'est les concitoyens. Je viens du terrain, là, maintenant, là. Les citoyens sont laissés pour compte. Ils sont désemparés, ils ont peur. D'accord. Ils ont peur. D'accord. Autre problème, il y a que dans nos différentes communes, ces communes-là et départements que vous avez parcourus, nous avons le problème du foncier. La terre est un véritable problème. Le gouvernement a décidé en Conseil des ministres il y a 2 semaines en arrière de créer une cour spéciale à même, n'est-ce pas, de régler ces problèmes de façon spécifique. Quelle est votre appréciation? Non, souvent, avec ce gouvernement, les idées sont bonnes. Oui, généralement, c'est là où il faut faire attention. Et a priori, les idées sont bonnes. Mais après, dans la mise en œuvre, vous découvrez après que c'est des lois drones, c'est ciblé. Alors, donc, là encore, on espère que c'est vrai que la situation du foncier est une situation réelle dans notre pays depuis des années. Et nous le vivons tous. Vous êtes incapable, c'est un domaine où vous êtes incapable de vous aventurer, alors qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Bon, si l'intention, après, se traduit dans les actes, si c'est de sécuriser les citoyens de la peine des pauvres populations, bon, là, on va les applaudir. Donc, on attend de voir. Moi, j'espère, sinon, l'intention est bonne. Alors la question de la pollution, n'est-ce pas, un peu partout, des musiques, des ouvriers qui ne respectent pratiquement rien et qui emmerdent, je dirais, l'environnement. Est-ce que vous pensez qu'il y a de légitimité et de nécessité dans cette décision qu'a pris le gouvernement mercredi dernier? Oui, ça, effectivement, c'est une question. Parce qu'en fait, au fond, c'est des questions où nous avons traîné à en venir à ces mesures. Parce que dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se fait. Il faut se respecter. Il faut protéger les citoyens. Je pense qu'il est de ressort du gouvernement de prendre ces mesures-là pour qu'il y ait une cohabitation pacifique entre les citoyens. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, chaque fois, la crainte, c'est que ça ne devienne pas une loi, une disposition ciblée pour régler un problème avec un opposant. Deux autres sujets rapidement sur lesquels j'aimerais prendre votre avis. C'est la lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez que sur ce terrain-là, le gouvernement est toujours fait des avancées? Vraiment. Je pense que, et ça, nous, au MPL, nous l'avons souvent dit, nous avons invité tous les compatriotes, surtout les jeunes, qui sont appelés à des responsabilités de faire attention. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui exagèrent, qui abusent, et il faut qu'il y ait des mesures fortes pour réprimer, sensibiliser, réprimer ces choses-là. Nous sommes d'accord à ce niveau. Seulement que nous avons constaté que dans la lutte contre la corruption, à un moment donné, le régime a utilisé ça pour régler des comptes avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, avec l'opposition. Mais nous pensons que c'est de bonne guerre et on va continuer. Et sur l'autre sujet, c'est les lois qui ont été votées au Parlement en l'absence de l'opposition. Une de ces lois qui a dérangé en son temps, c'est la loi sur l'IVG. Oui. Quelle était la position du MPL ou quelle est la position du MPL à ce moment? Nous l'avons fait savoir également, notre position. Elle n'a pas varié? Non, elle n'a pas varié. C'est vrai que un parti de gauche, nous devons à tout temps, en toutes circonstances, préserver les libertés. Et donc, à ce niveau, c'est un peu dérangeant de ne pas pouvoir laisser la liberté aux gens, au niveau des femmes, de contrôler ces choses. Mais n'en demeure pas, notre préoccupation fondamentale, c'est quoi? Si on en vient à, je ne veux pas dire légitimer, on en vient à cette mesure-là, est-ce que notre plateau sanitaire est à un niveau satisfaisant de répondre à ça? Ailleurs, dans les pays un peu plus avancés que nous, où ces mesures ont été prises, nous savons quelles sont les mesures d'accompagnement pour ça. Et les femmes ne payent pas pour ces genres d'intervention. Il y a suffisamment de spécialistes pour le faire, donc en toute sécurité. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Et donc, c'est un peu dérangeant pour nous. Et puis, la question, c'est que ce n'est pas une urgence pour nous. Ce n'est pas sur ces choses-là que le gouvernement attend. Il y en a plus sérieux. On va répondre à la question pour boucler cette émission-là. Quelles sont les chances de participation du MPL aux législatives de 2023? Et ce sera votre mot de la fin.
Nous, au Mouvement populaire de libération, c'est l'émanation d'une aspiration populaire qui veut que la jeunesse et les aînés, accompagnés de leurs aînés, qu'on puisse faire tout possible pour nous représenter au niveau des instances de décision dans le pays, pour apporter notre petite expérience, notre savoir-faire, ce que nous pensons. Et partant de là, nos chances sont évidemment très grandes d'y arriver parce que c'est toute une masse qui veut que cela se réalise ainsi. Et ça va se réaliser. C'est vrai qu'en face du régime que nous avons, logiquement, il doit y avoir des craintes. Mais c'est notre ingéniosité à surpasser ces difficultés, notre intelligence et notre stratégie à pouvoir franchir ces difficultés qui fera de nous de vrais hommes politiques, des gens aguerris et avertis en face de ça. Et je pense que c'est au peuple béninois que je vais encore lancer un vibrant appel à se tenir prêt pour nous accompagner. Nous ferons en tout cas ce qui est de notre devoir, ce qui est de notre pouvoir, et à eux également, au moment venu, de se lever avec nous, de faire ce qui est de leur ressort également, pour que ce prochain Parlement de janvier ne retombe plus dans les mains des prédateurs, et que ce peuple puisse avoir ses dignes représentants qui pourront les défendre à l'avenir et installés en janvier prochain. C'est vrai qu'on a occulté la question de la liste électorale informatisée. Rapidement, un mot là-dessus. Oui, sur cette question, nous avons souhaité que, en dépit de ces dispositions du code, ce dispositif juridique qui est là, que le gouvernement essaye de nous réunir de façon au moins pour écarter, éviter les suspicions, qu'on puisse regarder ce qui s'y fait. Et ça va permettre d'écarter les suspicions, ça va permettre d'aider à l'inclusion que nous souhaitons et qu'on puisse aller d'un pas rassurant vers janvier 2023. Merci Espérance TV. Oui, Emmanuel Niambossou, merci. Espérance TV, merci d'être venu sur le plateau de Zone Franche. Avec vous, on a parlé d'un peu de tout. Animation de la vie politique législative de 2023, cherté de la vie qui vous tient si tant à cœur et de même que nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous. À dimanche prochain. Merci à vous. Merci.